Alors, le market mapping. Bon, alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente très brièvement, Pierre-André Fortin. Donc, ça fait 20 ans que je fais du sourcing. J'ai commencé comme fund sourceur, chargé de recherche en cabinet. J'étais responsable d'une cellule de recherche. J'étais ensuite consultant, directeur associé d'un cabinet. Et puis, il y a 3 ans, j'ai monté Anara. Accessoirement, donc, je suis marié, je suis père de 3 garçons, je suis ultramarathonien, j'adore l'endurance de manière générale, je suis pianiste à mes heures et je suis passionné par le rock des années 60, 70, 80. Mes sujets de prédilection dans le recrutement, ça va être tout ce qui va être autour de l'évaluation, du sourcing, de l'automatisation et l'amélioration des process. C'est des sujets qui me passionnent. Anara, donc c'est un peu mon sourcing lab. Pourquoi lab? Parce que finalement, bien j'ai monté ça un petit peu avec cette notion de laboratoire. C'est un endroit où je fais de la recherche, où j'applique et je diffuse et je publie. De manière très concrète, hein, j'ai des méthodes, voilà, je mets en place des méthodes de sourcing plutôt de pointe et assez innovantes. En tout cas, j'essaye. Je fais de l'assistance et du conseil en recrutement sur des profils plutôt pénuriques. J'ai un blog, pour certains, ils le suivent. Et puis, je suis aussi maintenant organisme de formation et Datadocké, donc depuis juin 2020. Ça a été un des gains, on va dire, du confinement, du premier confinement. Mais voilà, assez parlé d'Anara et de la promo. Sourcing, on a de sourcing. Souvent, le sourcing, quand on commence, beaucoup, enfin en tout cas, et moi ça a été ça pendant des années, c'était un peu ça, c'est-à-dire c'est multidirectionnel, on ne sait pas trop où aller, on phosphore, et à ce moment-là, voilà un peu à quoi ça ressemble, il y en a partout, et à la fin, finalement, voilà, on est un peu comme ça. Donc l'objectif, c'est de pouvoir effectivement structurer ça. Partons du principe que voilà, on va d'abord définir, sourcer, c'est quoi? En tout cas, on va prendre cette définition, c'est cibler, identifier et approcher les prospects a priori non candidats. Donc, dans le sourcing et dans la compréhension que j'ai du sourcing, je ne m'intéresse pas aux canaux d'acquisition du type annonce, cooptation ou autre. Souvent parce que moi, dans ma pratique, j'interviens après. Et parce que aujourd'hui, il y a un certain nombre de profils qui, en tout cas, ne répondent plus aux canaux traditionnels d'acquisition. Donc là, on est vraiment sur la démarche d'approche, qu'on appelle d'approche directe aussi, de ciblage, identification et approche de prospects pour en faire des candidats. Ce qui fait qu'effectivement, sourcer, c'est donc transformer des prospects en candidats. Et si c'est transformer des prospects en candidats, ça veut dire que dans le prospect, il y a la notion de prospection. Et oui, nous faisons de la prospection. C'est pas un gros mot, hein. Et selon Larousse, la prospection, c'est quoi? La prospection, c'est une exploration méthodique d'un lieu pour trouver quelque chose ou quelqu'un. Il y a deux notions que je retiens. C'est d'une part exploration. Nous sommes des explorateurs quelque part, hein, avec l'intention de découvrir, d'étudier quelque chose. Et puis par ailleurs, la méthode. Et la méthode finalement, c'est un ensemble ordonné de manière logique, avec des principes, des règles, des étapes qui constituent un moyen de parvenir à un résultat. Et donc, on a une notion effectivement aussi de démarche avec une hiérarchie, des principes et on organise les choses. La réussite d'une action de sourcing, elle est donc liée à notre capacité à définir des territoires de prospection pertinents en fait. Parce que si on joue à où est Charlie, hein, c'est souvent ça finalement notre job, c'est où est Charlie. Si je regarde cette photo, effectivement, Charlie il est partout parce que rien ne ressemble plus à Charlie que Charlie lui-même. Ça veut dire que si on n'est pas capable de définir où il est et ce qu'il fait, forcément, on va trouver Charlie, mais est-ce qu'il correspondra à celui qu'on cherche? A priori, non. Et c'est pour ça que la méthode est importante. C'est que la méthode, donc c'est cette organisation, cette logique, on va dire, ces règles, ces étapes, sont un moyen de parvenir à un résultat. Et en fait, alors, bien sûr, certains me diront, ouais, mais sans méthode, moi j'ai des résultats. Et effectivement, on n'est pas à l'abri d'un coup de chance. On y arrive sans méthode, bien sûr. Maintenant, le problème, c'est se dire, est-ce que j'y arrive et est-ce que c'est réplicable? Est-ce que si demain, je dois recommencer ou je dois reprendre mon sourcing parce que j'ai mené, on va dire, un certain nombre d'actions, j'ai eu des résultats à un temps donné, puis ça n'est pas suffisant, je dois reprendre, est-ce que je suis capable de reprendre là où j'en étais? Est-ce que ça va pas être ce qu'on a vu là, dans les premières images, finalement, cette espèce de labyrinthe où je ne sais pas où est mon info? Souvent, c'est un peu ça. Et donc, moi, en tout cas, je l'ai vécu, hein, c'est du vécu. Tout ça, c'est je dirais, tout ce que j'ai mis en place en méthodologie et en formation et en discours, c'est des choses que je m'applique à moi-même, hein, très clairement. Donc, c'est de l'actionnable. Mais donc,
toute action de sourcing, en tout cas, doit s'envisager en gestion de projet, avec des étapes. On a un objectif final et un objectif intermédiaire. Et en particulier quand la recherche est complexe ou quand elle va être longue. On a des marathons, enfin, je fais de l'ultramarathon. En ultramarathon, quand je m'engage sur 80 km, je ne pense pas à la ligne d'arrivée. Sinon, c'est démoralisant. Je rentre chez moi, je vais me coucher. Je pense aux 15 premiers kilomètres. Et puis, une fois que je suis arrivé au 15e, en général, il y a un checkpoint et il y a un ravitaillement, eh ben, j'envisage les 15 prochains kilomètres, etc., etc. Et j'avance comme ça progressivement, par étapes. Une tâche, quand elle est longue et douloureuse, ça peut être le cas du sourcing, eh bien, je vais la fractionner, la partitionner de manière à pouvoir effectivement avancer pas à pas. Donc, le sourcing, c'est une danse un peu en 3 temps. C'est du ciblage, c'est de l'identification et de l'approche. Alors, ça a un petit côté agent secret, ça fait CIA. Mais au-delà de ça, et au-delà des acronymes un peu rigolos, non, c'est vraiment cette notion de « je cible ». Alors, on va voir ce que j'entends par cibler. Puis ensuite, j'identifie dans ma cible une population et des personnes qui m'intéressent. Et ensuite, je les approche et je les engage. Ça veut dire que globalement, si je pratique comme ça, quand j'ai mon brief de poste, je ne me rue pas sur les mots-clés dans LinkedIn tout de suite. Je prends un temps. C'est le principe de ce dicton qu'on attribue à Abraham Lincoln. Si j'ai 6 heures pour couper un arbre, j'aiguiserai ma hache pendant 4 heures pour ensuite le couper plus efficacement. Bien sûr que si je m'y mets avec une lame complètement émoussée, je couperai mon arbre. Mais avec quel effort ? Là, on est toujours dans cette notion aussi de, quelque part, regarder sous le pied. Il y a cette notion-là, pareil dans longue distance, où on regarde toujours sous le pied parce qu'il faut finir la course. Partir en sprint, c'est bien, mais il faut pouvoir le tenir. Donc, cibler, c'est définir des périmètres d'investigation. Donc, pour définir un périmètre d'investigation, c'est où est-ce qu'on est susceptible de trouver Charlie. Donc, les informations collectées lors d'un brief vont nous permettre de répondre en partie à cette question. Alors, ce n'est pas forcément des choses rocket science, ce que je vais vous présenter, mais c'est simplement de la méthodologie et de la hiérarchisation. Si je cherche un ingénieur production, est-ce que je peux le trouver ? Si j'interviens sur un produit manufacturé dit de grande série, investiguer dans l'automobile, par exemple, c'est une option possible. Et si j'investigue dans l'automobile, je vais pouvoir le décomposer et me dire que d'un côté, j'ai les constructeurs. Alors, les constructeurs, si on prend que les Français, par exemple, on a donc Renault, Nissan, Citroën, Peugeot, etc., etc. Et puis ensuite, j'ai les équipementiers qui fournissent les pièces, voire les ensembles, à ces constructeurs. Et là-dedans, je vais avoir du Valeo, du Forestia, du Delphi, etc., etc., etc. Et je vais commencer comme ça à construire, on va dire, des listes de sociétés cibles qui sont mes gentils donateurs. Alors, c'est pas un téléthon quand on fait du sourcing, mais quelque part, on va chaparder soit la concurrence, soit en tout cas là où l'offre de compétences se trouve, celle qui nous intéresse. Et donc, effectivement, la première chose, c'est d'avoir des listes de sociétés cibles. Et je dirais que c'est valable, c'est ce qui nous rapproche de la prospection commerciale. La prospection commerciale, on ne part pas tous azimuts. Il faut que, quelque part, on ait une cible extrêmement précise. Plus elle est précise, en fait, on parle souvent de persona en marketing, c'est-à-dire le client qui est idéalement va acheter notre produit. C'est pareil pour nous, on a une persona, c'est le candidat idéal. Et ce candidat idéal, il évolue dans un environnement, entre guillemets, idéal. Donc, je vais définir cet environnement idéal avant d'arriver à mon candidat. C'est un petit peu comme quand on regarde cette classification. Alors, je l'ai trouvée, c'était dans les devoirs de mes gamins, mais je la trouve très intéressante. C'est-à-dire que finalement, on a le règne, les animaux, les végétaux. On pourrait dire, on a le secteur primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, par exemple. On a l'industrie, on a les services. Bref, c'est cette notion de hiérarchiser nos cibles pour se dire, définir les territoires de la prospection. Concrètement, plus je suis précis dans mon ciblage, donc concrètement, ça peut être des questions comme ça. C'est d'où proviennent mes collaborateurs ou les collaborateurs de mon client. Ça peut être une source d'approvisionnement. Ensuite, la provenance, c'est qui sont mes concurrents, l'univers concurrentiel. Et puis au-delà de ça, finalement, c'est la compétence que je souhaite intégrer, où est-ce que je peux la trouver. Et on va voir que pour ça, on va pouvoir cartographier notre sourcing. Alors moi, il y a un outil que j'adore pour ça, c'est donc les cartographies mentales. Donc, Wise Mapping en est un, c'est un outil gratuit. J'ai repris l'exemple d'une recherche que j'ai menée il y a maintenant une petite année,
qui était assez compliqué sur un secteur que je ne connaissais pas. C'était le secteur du BIM. Alors le BIM, c'est le Building Information Management. C'est ce qui, on va dire, c'est des outils qui vont permettre, lorsqu'on fait de la construction, eh bien, d'agréger de l'information du type provenance des poutrelles si on a un bâtiment qu'on construit, bien sûr la maquette du bâtiment, mais en tout cas d'avoir la traçabilité quelque part, une traçabilité complète de bâtiment. Mon client était distributeur d'Autodesk. Là-dessus, il offrait des surcouches logicielles pour pouvoir effectivement agréger toute cette data. Et je cherchais un responsable produit international là-dessus. Bon, bref. Ouais, j'ai fait une carte, j'ai dit voilà, mon client distribue Autodesk. Autodesk, il y a un environnement encore concurrentiel avec voilà, un certain nombre de marques, enfin, ou d'éditeurs. Il y a des distributeurs. Donc, si on débraye là la présentation, je vais vous retrouver le mind mapping, il est là. Hop là. Le mind mapping, on est là-dessus. Donc, des distributeurs, en fait. Ah non, mais attendez, je crois que je suis encore sur ma présentation ou pas? Est-ce que vous voyez le mind mapping? Ouais, c'est. Hop là. Ouais, c'est bon. OK, donc on est dessus. Typiquement, j'ai récupéré, on va dire, une liste de distributeurs. Voilà. Et puis derrière, j'avais aussi le BIM World, qui est un salon, par exemple. Donc, j'ai récupéré. Voilà. J'avais plein de listes de boîtes. Et. Hop là, si je zoome là-dessus, là j'ai en marketing, l'univers marketing, mes produits, etc. Ensuite, j'ai matché chacune de ces boîtes avec chacun de ces profils. Et puis ensuite, avec un niveau d'expérience minimum requis, avec ça, j'avais une liste quelque part de cibles potentielles. Voilà un petit peu l'intérêt de pouvoir effectivement caler ça, parce que finalement, j'aurais pu m'arrêter à un moment parce que j'avais suffisamment de candidats. Donc, on peut s'arrêter, on peut arrêter un moment le sourcing. Et puis, si jamais on n'en a plus suffisamment, reprendre là où on s'était arrêté. Et c'est l'intérêt aussi, quelque part, de ces cartographies et de savoir précisément dire, OK, j'ai fait l'univers concurrentiel, j'ai pas encore fait les distributeurs. Il me reste, voilà, par exemple, Syntec, donc, qui est l'environnement d'éditeurs, comment dire, l'association professionnelle des éditeurs de logiciels, et puis de SN, etc. Mais bref, et de conseils, des professions de conseil en France. BIM World, donc le salon, Media Conduct Certified Soft et Editor, ce sont des certifications pour du BIM. Et Building Smart France, par exemple, c'était aussi un autre, comment on appelle ça, je crois un salon. Donc bref, j'avais, on va dire, des sources comme ça diverses et variées qui pouvaient nourrir mon sourcing. Et en tout cas, là, je me trouve plus avec l'idée de bec dans l'eau. Tout d'un coup, j'arrive au bout d'un moment et puis j'ai plus de candidats, je ne sais plus où aller chercher et je dois reprendre la recherche quasiment à zéro. Et donc, je vais revoir des profils que j'ai déjà visionnés. Là, au contraire, j'ai hiérarchisé les choses et donc j'ai quelque part un peu gradué. Et je peux même faire intervenir mon client, ou interne ou externe d'ailleurs, en lui disant, écoute, hiring manager, dis-moi là-dessus, qu'est-ce qui te semble le plus propice et le plus opportun à primer en cible prioritaire et en moins prioritaire. Ça peut être extrêmement intéressant, ça l'implique. Et justement, dans le dialogue qu'on peut avoir avec le hiring manager, c'est extrêmement riche et fructueux. Entre autres, il voit qu'on bosse, donc ça le rassure. Et c'est extrêmement important, effectivement, aussi dans cette discussion et dans ce qu'on peut apporter. Souvent, on ne comprend pas le métier de sourceur, de sourcing. Il n'est pas compris parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. C'est la boîte noire. C'est une façon aussi, quelque part, d'apporter de la transparence à ce qu'on fait. Non pas qu'on fasse quelque chose d'obscur, mais tout simplement, souvent, on ne sait pas trop l'expliquer parce que on a trouvé l'info, etc. Non, c'est de pouvoir la hiérarchiser, se dire, OK, cette info, je l'ai trouvée là, etc. Donc voilà, une fois que j'ai cartographié, je vais construire mon ciblage. Alors pour le construire, comment j'en arrive là finalement? Je vais m'appuyer sur différentes sources. Alors, quand je ne connais pas un secteur, je vais pouvoir faire une liste un petit peu. Alors j'ai dressé un petit peu une liste. Elle est non exhaustive, mais en tout cas, c'est dépenses bêtes. L'avantage en plus, c'est que c'est des ressources gratuites. Donc on a les syndicats, les fédérations, les associations professionnelles qui peuvent être une source d'inspiration. Je reviendrai sur chacune à chaque fois. Les salons professionnels. Le 5e élément, je vous expliquerai ça n'a rien à voir avec les loups multipass. Les job boards, qui peuvent être une source d'inspiration, non pas sur la partie CVTech, mais vraiment sur la partie annonce. Et puis, quoi d'autre? On va avoir les études de marché, on verra comment. Wikipédia, et oui. Et puis, les communautés. Alors, syndicats et fédérations. Il y a quelques années, je menais une recherche chez les sondeurs. Donc les sondeurs, on connaît tous les sondages politiques, on va bientôt être en période électorale. Donc on réalise des sondages, bref, c'est des études de marché, on a un certain nombre d'instituts de sondage. Alors de tête, on en connaît tous un ou deux, BVA, Sofres, Ipsos, voilà par exemple, en tout cas pour les Français.
Enfin, Ipsos est présent aussi en Belgique. Je sais qu'il y a quelques Belges. Bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, oui, VA. Mais donc, on a un syndicat, donc Syntec, qui est les professionnels du conseil. Quand je détaille un peu Syntec, j'ai Syntec numérique, Syntec ingénierie. Et dans le Syntec conseil, en fait, j'arrive à un Syntec études. Et ouais. Et dans Syntec études, quand je regarde, j'ai des adhérents. Et dans les adhérents, j'ai toutes les boîtes qui réalisent du conseil. On a CSA, tiens, oui, ça me dit quelque chose là. Il y en a qui sont moins connus, du reste. Ça, si ensuite, ça me fait une première liste, on va dire, d'instituts d'études et de sondage. Donc, en fait, à l'époque, j'avais fait ça, plus, il y a un salon des études, qui s'appelle le Printemps des études, qui a lieu en général au mois d'avril. Et j'avais récupéré, pareil, les exposants de ce salon. Donc, ce qui fait que ça permet d'enrichir et de cross-référencer mes sources. Le but, c'est toujours de cross-référencer ces sources, d'avoir finalement, plusieurs, de recouper l'information. On fait un travail où on doit recouper l'information, c'est comme on fait un boulot de journaliste là-dessus, pour être sûr qu'on est bien exhaustif et qu'on est bien pertinent sur notre cadrage. Donc, pour trouver ma fédération, je demande à Google. Donc, si je cherche, par exemple, par les équipementiers automobiles, association des équipementiers automobiles, j'ai tapé bêtement, j'obtiens un truc, à un moment, première réponse, la FIEV. La FIEV qui est la fédération le I industriel, je crois, des équipementiers du véhicule. Et la fédération des industries des équipements pour véhicules. Et dans la FIEV, quand je me rends sur la page d'accueil, j'ai quoi ? J'ai un bel adhérent. Et dans les adhérents, j'ai, je crois, 128 adhérents. On le verra plus tard. Parce que je reprendrai en exemple tout à l'heure. Sur les salons professionnels, on peut trouver quoi dans un salon professionnel ? Des exposants et des conférenciers. Donc, prenons par exemple le Big Data. Alors, je suis désolé, c'est suite 2019. Maintenant, il y a suite 2020 qui est up-to-date. On a donc des conférenciers. On va pouvoir trouver un certain nombre de personnes. Alors, Big Data, je crois qu'on a 80 conférenciers, donc il y a des choses intéressantes à aller éventuellement peut-être gratter. Et puis, au-delà des conférenciers, on a les exposants. Donc là, si je regarde, alors on a des boîtes, Ab Initio, effectivement, on est bien dans le Big Data, Altares aussi. Airbus, c'est plus surprenant, ça veut dire qu'ils doivent avoir une activité là-dessus. Ça veut dire qu'il faut aussi être vigilant et pas prendre non plus argent comptant. C'est pour ça que c'est important de cross-référencer ses sources, donc de croiser ses sources, de manière à pouvoir effectivement retirer, parce que Airbus, ça n'a pas grand-chose à voir. Alteryx, c'est un éditeur. Anaya, c'est une boîte de conseil. Donc là, on est sûr qu'on a bien des boîtes en tout cas, qui sont dans la data. On est bien sur des sujets data. Et ça va pouvoir être intéressant ensuite, par ailleurs, pour construire ma recherche, si je veux, par exemple, des experts ou des gens pointus là-dedans. Donc là, on sait que sur ce type d'événement, on va avoir soit des éditeurs, soit des boîtes de conseil en général. Voilà, je pourrais récupérer la liste. Trouver son salon, on commence à savoir. Finalement, on demande à qui ? On demande à Google, notre meilleur ami. Là, je prends l'exemple du salon relation client. C'est une mission sur laquelle j'étais en train. Je crois que je recherchais un patron d'une entité dans la relation client. Donc, relation client, c'est quoi ? C'est les centres d'appel. Donc salon relation client. Donc là, je cherchais le salon de la relation client. J'ai stratégie client qui ressort, salon B2B la relation client. Si je vais dedans, alors, hop là. Donc si j'enrichis ça avec ma confédération, on va voir l'exemple là. Donc j'ai d'un côté le syndicat des opérateurs de la relation client, par exemple. Donc je l'avais fait la recherche au préalable. J'ai 37 sociétés. Donc il y a le SP2C, qui est la fédération sur les centres d'appel. J'ai 37 boîtes qui sont référencées. Donc je vais pouvoir les récupérer. Là, je les avais scrappées, je les avais mis sur Excel. On verra ça comment le faire par la suite. Ce ne sera pas exhaustif, on ne fera pas tous les scrappers, mais bon, en tout cas, on va en voir un ou deux. Donc là, j'avais récupéré les boîtes. Maintenant, ensuite, je me rends sur le salon de la relation client et je vais récupérer pareil. Donc là, j'ai une liste de 105 sociétés que je vais récupérer. Et avec ça, alors ça ne fait pas 142 parce que ce n'est pas tout à fait 1 plus 1. Il va falloir dédupliquer, il y a certainement des doublons. Mais néanmoins, je vais enrichir comme ça. Et l'intérêt de l'enrichir, c'est que d'un côté, j'ai vraiment mon cœur de cible qui sont les centres d'appel et de l'autre, j'ai des acteurs qui ont trait à la relation client. Donc, je vais avoir éventuellement des acteurs connexes, ce qui peut être intéressant, ce qui peut être mon deuxième cercle de ciblage. Le 5e élément. Donc, je vais continuer sur l'exemple de la relation client. Les 5 éléments, c'est je vais prendre 4 ou 5 sociétés d'un même secteur concurrentiel.
Alors ça, c'est facile, c'est en général facile à obtenir en brief. Vous demandez à votre client interne ou externe, bah, cite-moi 4 sociétés référentes sur ton marché ou sur le sujet, 4 de tes concurrents. Donc bah là, par exemple, admettons, j'ai Armatis, B2S, WebHelp et Acticall. C'est 4 boîtes qui font du centre d'appel. Je les mets dans Google. Quand je les mets dans ma barre de recherche, qu'est-ce que je demande à Google précisément? En booléen, si je traduis, c'est je dis voilà, sors-moi toutes les pages où j'ai l'occurrence des mots Armatis, B2S, WebHelp et Acticall. Et strictement celles où j'ai vraiment les 4 occurrences. C'est-à-dire que tout le reste, j'ai exclu. Donc j'ai 44 résultats. Il ne faut jamais croire ce que raconte Google, mais en tout cas, j'ai des résultats. Et si maintenant je détaille mes résultats, donc je vois que j'ai un résultat donc Comdata Sud PTT. Donc ça, c'est a priori donc un syndicat Sud. Mais ce que je regarde, si je regarde un petit peu dans le snippet, donc dans le petit résumé que me propose Google, j'ai WebHelp, Arvato, Comdata, Acticall, Armatis, Téléperformance, Intelsia Group. Donc bref, j'ai une liste là, semble-t-il, d'acteurs. C'est pas inintéressant. Ça vaut peut-être le coup d'aller faire un tour sur la page et de voir ce qu'il y a. J'ai l'outsourcing, la combinaison gagnante, relation client-mag. Donc là, a priori, j'ai un article de presse. Intéressant. Dans l'article de presse, il peut y avoir un tableau présentant les acteurs principaux. Par exemple, c'est pas rare de l'avoir. Ou en tout cas, la liste des référents sur le secteur. Et puis enfin, j'ai le marché des centres de contact, étude de marché Xerfi. Donc là, j'ai une étude sectorielle. Ça vaut peut-être le coup de regarder ce que c'est. Ensuite, les job boards. Alors, la job board, on va s'en servir comment? C'est une source pour connaître ou comprendre ce que nos concurrents ciblent ou recherchent. Admettons, j'ai une recherche, moi en ce moment, je recrute sur du Teradata. Donc Teradata, c'est un système de base de données relationnel, voilà, comme il existe, comme il y a Oracle, comme il y a Sybase, comme il y a Microsoft SQL. Bon, bref, voilà, c'est un éditeur. Et je cherche quelqu'un qui a une compétence Teradata. En fait, le meilleur moyen de trouver quelqu'un qui a une compétence, c'est de voir effectivement où ils sont. Si je fais ma recherche sur Indeed, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc effectivement normalement des annonces, mais surtout des annonceurs. Donc j'ai Bouygues qui cherche, j'ai SFR, j'ai Ubisoft. Je sais qu'au moins ces 3 boîtes utilisent les compétences en Teradata. Ça peut être l'occasion de pouvoir commencer à construire comme ça mon vivier de boîtes, ma donateur list, ma liste de donateurs. Les études Xerfi, on l'a vu sur l'exemple avant. Xerfi est un institut d'études qui est spécialisé dans l'analyse économique et sectorielle en France et à l'international. Que fait Xerfi? Xerfi font des grosses études sectorielles, donc des monographies. Là, on le voit, assurance, banque, finance, donc les nouveaux standards de la relation client, la banque et assurance, le marché de l'assurance obsèque à l'horizon 2021, etc. Ce qui est génial dans ces études, c'est que bon, alors elles sont payantes, c'est pas donné, mais le but c'est pas de l'acheter, c'est de voir que sur chacune des études, on va dire, on a le plan de l'étude, la présentation et la liste des sociétés. Et ça m'intéresse. Alors là, j'en ai ouvert une un peu au hasard. C'est les standards de la relation client de la banque assurance. Ça veut dire que sont présents dans cette étude à la fois des acteurs banque assurance et de la relation client. Donc, si j'ai une problématique qui, admettons, je cherche un responsable commercial pour qui va adresser ce marché-là, ça peut être intéressant de regarder là-dedans, par exemple. Je sais pas, je dis des bêtises, mais en tout cas, d'avoir en présence que, effectivement, dans ces listes Xerfi, je vais pouvoir trouver des choses intéressantes. Et c'est assez étonnant. Il y a des listes vraiment sur... Dernièrement, j'ai travaillé sur l'expertise assurantielle. Eh bien, il y a une étude Xerfi qui a été faite là-dessus. Donc, c'est une source d'inspiration qui peut être très intéressante et très fructueuse. Wikipédia. Alors Wikipédia, pourquoi? Parce que Wikipédia, c'est une encyclopédie et que dans une encyclopédie, parfois, il y a des choses intéressantes. Très concrètement, il y a quelques temps, j'avais une recherche dans la grande distribution alimentaire. Et je me suis interrogé en me disant, je connais Carrefour, je connais Auchan, je connais Système U, Monoprix. Et puis je me suis dit, ça va être long à faire comme recherche. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'obtenir l'information? J'ai demandé à Wikipédia. J'ai tapé le nom de la société. En fait, je l'ai découvert en tapant le nom de la société, mais je peux le faire aussi sur secteur cible. Là, j'avais tapé grande distribution en France. Mais avec Auchan, j'arriverai à la même chose. Grande distribution en France, je suis allé au bout de mon article, donc de ce que proposait. Et j'ai quoi? J'ai grande distribution dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis pôle de compétitivité, et surtout ligne des enseignes de la grande distribution en France. Quand je l'ouvre, j'ai quoi? Là, j'ai une liste un peu plus exhaustive que la
bête connaissance que je peux en avoir, parce qu'effectivement, j'avais oublié Casino, j'avais oublié Leclerc, j'avais oublié Intermarché. Enfin bref, là au moins, j'ai la totale. Et puis en plus, alors à l'époque, je cherchais... c'était amusant. J'avais un secrétariat général pour un groupement d'adhérents. Alors, pas spécialement la grande distribution alimentaire. Néanmoins, mon client m'avait dit aller chercher là-dedans, ce serait intéressant d'aller chercher un groupement d'adhérents, des gens qui sont sur du contrôle de gestion, de la performance de contrôle de gestion. On sait qu'on a des espèces c'est organisé un peu par région. Et donc, si on peut avoir quelqu'un d'un niveau, effectivement, grosse région qui gère, on va dire, 40-50 magasins en termes de on appelle ça de l'excellence et de la performance, mais c'est des prismes très, très contrôle de gestion. Ça peut être intéressant. Donc, j'avais mené une investigation là-dessus, et donc il me fallait cette liste rapidement. Et donc, voilà, c'est un moyen de l'obtenir. Le but, c'est, une fois de plus, on est sur des exercices où il ne s'agit pas d'y passer 3 jours. C'est d'avoir finalement un espèce de framework, donc un espèce de canevas sur lequel on va pouvoir dire « Ok, ça, je l'ai fait, j'ai obtenu tant de boîtes, etc. » Et à la fin, de se dire « Ok, là-dedans, maintenant, comment est-ce que je priorise, comment j'organise mes choses ?» Et à l'arrière, j'ai des éléments pour retourner au brief ou pour retourner en discussion avec mon hiring manager en lui disant « Écoute, voilà un petit peu le cadrage. Et donc, voilà ce que je te propose. Qu'est-ce que tu en penses? Tu valides pas? Qu'est-ce qui te paraît le plus pertinent ?» Mais donc, on apporte des éléments très concrets, on va dire, pour une prospection future. Alors, les communautés. Les communautés, en fait, c'est un truc que, habituellement, j'en parle pas trop. Et puis, dernièrement, j'ai fait un article sur Meetup. Donc, je me suis dit que ça pouvait être aussi intéressant dans un ciblage. Alors là, on n'est plus sur un ciblage de société. On est sur un ciblage de communautaire. Beaucoup d'entre vous sont confrontés à du sourcing IT et où ce que j'ai présenté jusqu'à présent, on va dire « Ah ouais, mais c'est peut-être pas forcément hyper opportun ou hyper adapté. » En fait, on peut aussi l'appliquer ça à la communauté. Qui se ressemblent s'assemblent, les centres d'intérêt se ressemblent et on peut avoir des gens intéressés, en tout cas qui partagent un même intérêt. C'est un exemple que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment sorti de mon cerveau malade. Non. Donc je me suis dit, ok, communauté Java, c'est le truc le plus basique et le plus méchant. Donc, voilà. J'ai fait communauté Java. J'obtiens donc dans les 2 premières réponses, développeur, première communauté de freelance. Donc, freelance, pourquoi pas, mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais en dessous, j'avais donc la page perso, ou en tout cas le site perso de jmdoudou.fr, avec développement en Java, la communauté Java. Et là, si je regarde, en fait, ce qui a interpellé, c'est que très vite dans le résumé, j'ai Jug de Tours. Donc, Jug, c'est le Java Union Group, je sais plus, je crois que c'est ça, ou en tout cas, ou User Group, c'est Java User Group, voilà. J'ai Jug de Tours, j'ai Wajug, Orléans. Donc, bref, là, j'ai, semble-t-il, une recension de communauté Java. Donc, je suis allé sur le site et bingo, effectivement, et je vois Jug de Paris. Donc, j'ai cliqué sur Jug de Paris. Je suis parisien, je suis désolé. Donc, et en farfouillant, j'ai les speakers. Donc, honnêtement, ça, c'est quelque chose qui m'a demandé 3 minutes, même pas. Le temps de cliquer. Mais je tombe sur des speakers, j'en ai 270. Ok, si je peux récupérer cette liste. Là, j'ai des gens qui, a priori, doivent être assez pointus sur Java, parce qu'ils le sont, en tout cas, ils le sont suffisamment pour prendre la parole sur des meet-up. Donc, a priori, c'est quand même des gens en général qui savent à peu près de quoi ils parlent. Donc, ça peut être intéressant si je cherche effectivement des stars en Java. De manière générale, en fait, là, c'était un exemple où j'ai demandé à Google. Meetup peut être aussi une source d'inspiration assez forte. Alors, c'est le moment, encore un peu auto-promo. J'ai écrit il y a 10 jours un article sur comment sourcer dans Meetup, donc là où je détaille vraiment toute la méthodologie, en tout cas une méthodologie pour pouvoir effectivement sourcer des personnes sur Meetup. Il faut savoir que sur Meetup, on a quasiment, on va dire, des événements, puisque Meetup, c'est une plateforme d'organisation d'événements. Et on a quasiment des événements pour pratiquement, et en tout cas des groupes Meetup, pratiquement pour toutes les technos. Voir toutes les méthodos aussi, Agile, Scrum, etc. Enfin bref, voilà, Lean Startup ou autre, on va retrouver effectivement des events là-dessus. Et qui dit event dit des gens qui fréquentent ces events. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est des gens qui se déplacent, parce que finalement, quand on se déplace pour un événement, c'est a priori des gens qui sont plus ou moins quand même intéressés et qui ont plus ou moins effectivement à voir avec le sujet pour lequel ils se déplacent. Par moment, il y a quelques recruteurs perdus, mais souvent, c'est quand même des gens qui sont plutôt impliqués dans la communauté. Bon, il y en a plein d'autres, des communautés, mais celle-ci, elle est facile, elle est facile d'accès. Et puis, j'ai fait un mode d'emploi, donc allons-y.
Voilà un petit peu sur comment avoir un canevas. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Je voulais montrer un exemple de ce que j'appelle du sourcing implicite. Je vais revenir sur mon exemple de responsable applicatif Teradata, en fait, puisque la recherche Indeed Teradata, je l'ai menée pour ça. J'avais un client, effectivement, qui me demandait de lui trouver un responsable applicatif décisionnel. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir un champ, un spectre de solutions applicatives sur du décisionnel. Et donc, la cible que l'on cherchait, c'était le chef de projet BI ou l'ingénieur décisionnel senior et avec une compétence Teradata. Donc, j'ai deux façons d'entrevoir les choses. Soit, eh bien, je tape Teradata dans LinkedIn et puis en compétences et puis je regarde ce qui sort. Et alors, je vous ai mis un petit exemple. Hop là, on va débrayer. Donc maintenant, je sais que ça fonctionne. Hop là. Non, c'est pas ça. Non plus. Hop. Ah, j'avais préparé, mais en fait... hop là, est-ce que c'est là? Non, j'ai pas ma recherche. Tant pis. Hop là, on va revenir là-dessus. Je l'ai enregistré par ailleurs. Il faut juste que je retrouve le bloc-notes où je l'ai mise. C'est les joies du direct. Voilà. Hop. Voilà. Donc, grosso modo, je me suis amusé. On a vu tout à l'heure que Bouygues Telecom, il y avait des compétences Teradata dedans. Donc, j'ai juste tapé Teradata, Bouygues Telecom, en compagnie. Là, on est sur vraiment comment on appelle ça, du 1, 2, 3. Du LinkedIn classique, il n'y a pas de, je suis pas sur Sales Navigator ou autre. Et en keyword, j'ai juste tapé décisionnel en titre de poste. Donc titre de poste décisionnel, Bouygues Telecom en boîte. J'ai rien contre Bouygues, mais je sais qu'ils utilisent Teradata et Teradata en mots-clés. J'ai donc 8 résultats. Je sais que chez Bouygues Telecom, on utilise Teradata. Donc à la rigueur, le fait de l'avoir en mots-clés me sert à rien, puisque implicitement, je sais qu'ils sont sur cette techno. Alors ils n'ont pas que ça, ils ont Oracle. Aussi. Mais en tout cas, je sais que mes ingénieurs décisionnels qui travaillent chez Bouygues en décisionnel, ils ont développé des compétences a priori sur les deux environnements. Du coup, j'ai plus 8 personnes, j'en ai 18. Et c'est ça ce que j'appelle du sourcing implicite. C'est-à-dire qu'à un moment, puisque j'ai la connaissance des cibles, de mes boîtes cibles, c'est bon, j'ai plus à m'embêter. En tout cas, si, on s'embête toujours, mais en tout cas, j'enrichis et j'élargis mon scope de sourcing. Un autre exemple, hop là, voilà, je l'ai fait Pierre. Data Science Marketing. Ça fait partie des sujets que j'adresse beaucoup souvent. C'est donc, je recrute des personnes qui vont faire de la data science pour du marketing. Donc, c'est des gens qui sont des ingénieurs statisticiens. Là, on va dire sur une expérience de 4-5 ans minimum dans la connaissance client ou le marketing. Ça veut dire que c'est des gens qui moulinent de la statistique, qui sont donc plutôt des matheux. En revanche, la problématique, c'est qu'ils parlent à des marketeux qui ne comprennent rien aux maths, voire qui sont allergiques aux maths. Donc, ça demande des gens qui sont en capacité d'avoir une certaine pédagogie. Ce qui fait qu'on ne va pas prendre n'importe quel data scientist, on va prendre des gens qui ont mouliné de la donnée client. Alors, là-dessus, je peux m'amuser à faire une recherche LinkedIn. Voilà, je l'ai faite. Connaissance client. Alors, j'ai mis Python parce que c'est indiscriminant en langage. J'ai fait Île-de-France. Et puis, en mots-clés, donc j'ai mis data scientist en titre. J'ai 59 retours. Je me dis, c'est pas si mal. Peut-être qu'avec ça, je peux faire mon recrutement. Bon, je vous le dis tout de suite, la réponse est non. C'est pas suffisant. Je le sais parce que je l'ai déjà fait. Donc, comment est-ce que je peux élargir ça? Si maintenant j'ai connaissance de sociétés qui sont spécialisées dans la data marketing. Ça pourrait être intéressant. En fait, alors, je le sais parce que j'ai une certaine expérience là-dessus, mais globalement, je me suis amusé à chercher s'il y avait des associations en data marketing. Alors, d'ailleurs, on va le taper, on va faire la recherche en direct. Association data marketing. Est-ce qu'avec ça, j'ai un retour? Alors, j'ai DMA Data Marketing Association, mais c'est UK. Alors, France. Voilà. Bon, alors, le problème, c'est que je la connais, mais en tout cas, j'ai l'Association française du marketing, d'accord, Association nationale des professionnels du marketing, Turing Club. Club dédié au data science et au data marketing. Ça, c'est cool.
si je vais faire un tour sur le Turing Club, what is it? Donc le Turing Club, eh bien effectivement, donc en cherchant et en farfouillant, on finit par trouver effectivement voilà, les personnes associées à ce truc-là. Donc AIDATA, CBC, Converteo, DataKili, Epsilon, Equancy, bon, etc., etc. Donc bref, maintenant que j'ai la liste des boîtes, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire une recherche là-dessus. Donc, je vais rechercher parmi ces sociétés. Alors, j'avais fait la recherche. Hop là, je crois que c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Hop. Je l'avais... Ouais, je triche un peu. En fait, j'avais pris... Donc, du coup, j'ai fait quoi? Dans Turing Club, j'ai vu AIDATA, j'ai vu Avisia, Epsilon, France, et Velvet Consulting. Ces 4 boîtes font du conseil en data marketing. J'ai juste mis en mot-clé dans mon profil Python, parce que je veux qu'il fasse du Python, parce qu'il y a un autre logiciel SaaS, on sait même si c'est vieillissant. Et j'ai juste mis Data Science dans le profil pour éviter d'avoir éventuellement des gens qui... Parce que dans ces sociétés-là, j'ai aussi, elles font de la data marketing, il y a aussi du data analytics, donc l'analyse de performance de site web, qui n'est pas tout à fait des profils stats. Bon, c'est une cote mal taillée, mais simplement regardons les résultats. J'ai 96 résultats sur 4 sociétés. Donc, je suis bien au-delà des 59 résultats où j'avais tapé connaissance client, Python, Île-de-France. Là, j'en suis déjà à 96 avec 4 boîtes. Et si je m'amuse à requêter sur l'ensemble des boîtes, par exemple, adhérentes au Turing Club, il y a bon. Là, je vais avoir plutôt, on va dire, un résultat agrégé de pas loin d'1 millier de collaborateurs. Ouais, Python est mal écrit, oui, c'est possible. C'est vrai. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, pardon. Je l'ai tapé trop vite tout à l'heure. Hop là, du coup... du coup, j'ai 109 résultats. Merci pour la... Merci pour la remarque, c'est vrai. Du coup, voilà un petit peu quand je parle de sourcing implicite et de l'intérêt de construire votre ciblage. Parce que finalement, à travers ces listes qu'on va obtenir, on va pouvoir effectivement, pouvoir faire de l'implicite. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, tous nos profils LinkedIn, ils ne sont pas bien remplis. LinkedIn n'est pas une plateforme de recrutement, c'est un réseau social. Donc, c'est un réseau social sur lequel nous prospectons en tant que sourceurs, mais un profil LinkedIn n'est pas un CV. Et d'ailleurs, je retombais sur des stats de quelqu'un qui en faisait sur mon fil d'actualité. Aujourd'hui, LinkedIn France revendique 21 millions de personnes, je dirais, présents sur la toile, enfin présents sur le réseau. Alors 21 millions de personnes, sachant que la population active est de 29 millions et que globalement, on doit avoir pas tout à fait, c'est pas tout à fait exact. Je pense que globalement, LinkedIn France exagère peut-être un peu. On a aussi pas mal de profils fake, mais enfin, on n'a pas non plus 6000 profils fake, il faut arrêter. Et puis par ailleurs, sur cette statistique, malgré tout, 50% se connectent moins d'une fois par mois. C'est-à-dire que, grosso modo, dans la statistique qui a été faite, dans les études qui ont été faites, on sait qu'on a 50% de cette population qui se connecte plus d'une fois par mois. Ça veut dire que, à contrario, on a donc moins de 50% qui se connectent. Donc, tout ça pour dire que la pratique LinkedIn, elle est loin d'être acquise pour tout le monde. Alors, c'est toujours très difficile pour des gens qui passons des heures carrées dessus, de se dire, mais comment est-ce qu'on peut vivre sans LinkedIn? Si, je vous assure, on peut vivre sans. Il y en a, en tout cas, il y a des gens qui vivent très bien sans, parce qu'ils ne sont pas en recherche, parce qu'ils n'ont pas forcément d'aspiration à aller ailleurs. Bon. Bref, c'est bien, maintenant on a fait un peu de théorie, un peu de méthodo. Comment est-ce qu'on met ça en action? Alors, on va utiliser un peu de scrapping. Alors, le scrapping, c'est mon péché mignon. Vous le savez, pour certains, certains m'avaient affublé du surnom de Scrapman. Bon, grosso modo, scraper, c'est quoi? C'est une technique qui va permettre d'extraire un contenu via un script ou un programme dans le but de transformer une donnée HTML en données structurées sur, par exemple, un Excel ou un Google Spreadsheet. Alors, en étant préhistorique, comment on faisait?
Ben, on faisait du copier-coller, idiot, bête et méchant. Mais c'était déjà du scrapping, hein. Donc voilà, on avait un résultat de salon. Et puis, ben, par copier-coller, on y allait. Donc on tapait, on envoyait, on copiait notre date de données, on récupérait des noms. Ces noms, on les googlisait pour voir s'il y avait un profil LinkedIn. Et puis on récupérait de l'info. Et à ce moment-là, on pouvait progressivement les engager. Bref, c'était long, fastidieux et douloureux. Mais c'est encore faisable, hein. Le scrapping, c'est en quelques clics passer de effectivement voilà, une liste comme ça de recherche à un joli tableau Excel. Et ça, c'est pas mal, hein, avec voilà, le full name, l'URL du profil, le first name, le last name, l'avatar, etc., etc. Donc pour ça, ben, on a des scrappers de toutes sortes. Alors ça, c'est Python. Alors c'est bien, là je l'ai pas orthographié, donc il n'y a pas de faute. C'est le logo de Python. Donc ça va du script Python à Data Miner, Web Scraper, Instant Data Scraper, Phantom Buster ou Octoparse. Voilà, j'en ai cité que quelques-uns, il y en a plein d'autres. Moi, je suis un grand fan de Data Miner, de Phantom Buster, d'Instant Data Scraper, de TweetUp que j'ai pas mis parce qu'ils l'ont retiré de la vente pour l'instant, il est en refactorisation, que c'est un outil un peu aride, en tout cas de prise en main, mais extrêmement puissant. Et est-ce que ça c'est gratuit? Mais oui, c'est gratuit. Pour la plupart, en fait, même Phantom Buster, on a 10 minutes de gratuité par jour. Et on va voir qu'avec 10 minutes, on peut faire des choses. Donc oui, Data Miner, il y a une utilisation gratuite. C'est 500 pages scrappées par mois. Donc 500 pages, ça permet quand même déjà de faire pas mal de choses. Alors c'est sûr que si on veut dire je veux gratter 500 profils, on va aller très vite. Mais est-ce que c'est pertinent de gratter 500 profils? On va voir que peut-être pas forcément. Enfin, je ne pense pas qu'on aura le temps ce soir. Je ne sais pas, il est quelle heure? Oui, ça fait 3 quarts d'heure déjà. Mais en tout cas, à un moment, il faut aussi raison garder de se dire qu'est-ce que je récupère comme données, qu'est-ce qu'il y a comme données pertinentes à récupérer. Je vous montrerai un peu en live un petit peu ce que ça donne. Donc là, je suis revenu sur la FIEV, dont je parlais tout à l'heure, la Fédération de l'industrie des équipements pour véhicules. La FIEV, donc on a une page adhérent, on a donc des adhérents. Eh bien, en quelques clics, avec donc là un Instant Data Scraper, voilà ce que je peux récupérer. Et ça, si ensuite, en 4 autres clics, voilà ce que je peux obtenir. Alors, je vais vous montrer comment. Alors, pour l'exemple, on va prendre Instant Data Scraper, on va prendre un Excel, un Google Spreadsheet, et puis dans Free Sourcing Tool, on ira chercher le Or Query Builder. Voilà, donc ça, c'est des outils qui sont à dispo de toute la communauté. Free Sourcing Tool, c'est une plateforme qu'on a développée avec Guillaume Alexandre. L'idée est venue au premier confinement, on l'a mise en œuvre au deuxième confinement. C'est une plateforme sur laquelle il y a plein d'outils gratuits. Et oui, parce qu'on aime bien ça, on est des affreux radins. Non, mais blague à part, oui, effectivement, il y a beaucoup d'outils gratuits. Par moment, ça ne sert à rien d'investir des 100 et des 1000. En tout cas, il faut investir intelligemment. Donc, non, c'est pas fini. C'est fini pour la théorie. Donc, on va reprendre sur la FIEV. Je vais reprendre cet exemple. Donc, la FIEV. Hop là, FIEV.fr. FIEV.fr, adhérents. Annuaire des adhérents. Hop là, je suis dessus. Donc là, j'active donc Instant Data Scraper, c'est la Pokéball. Je vais activer ma Pokéball. Et voilà. Donc là, il me propose de récupérer de la donnée. Contrôle, c'est pas mal. J'ai la première page. Ah bah oui, mais il y a plusieurs pages. Je veux les plusieurs pages. Là, j'ai un petit bouton qui s'appelle Locate the Next Button. Donc, je vais cliquer dessus et je vais aller locater. Je vais aller localiser le next bouton. Alors, vous allez me dire, je sais que certains d'entre vous, de temps en temps, le tentent et ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des outils qu'on peut user sans utiliser Chrome? Malheureusement, non. Malheureusement, non. En tout cas, pas ceux-là. Donc, du coup, hop là, j'ai mon Instant Data Scraper qui a disparu derrière. Hop là, il est là. Donc là, j'ai localisé mon petit bouton suite. Je vais dire Start Crawling. Donc, en fait, il va aller chercher les pages 2, page 3, page 4, page 5, etc. Donc, il est en train de me récupérer toutes mes données. Donc là, on voit Raw Collected 108. Je crois que c'est 128. Ça s'arrête à 128. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Il me met erreur clicking next parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, OK, là, j'ai récupéré 128, a priori 128 adhérents de la FIEV. Donc, qui font de l'équipement automobile. Donc, si je reprends sur ce que j'avais pris comme exemple plus tôt, on va dire que je suis en train de rechercher du responsable production
grande série et que je me suis dit que tiens, aller chercher dans l'automobile, c'était pas mal, c'était intelligent. Parce que dans l'automobile, c'est de la grande série, c'est l'industrie grande série. Et l'intérêt de l'automobile, c'est qu'en plus, c'est une industrie où l'amélioration continue a été poussée à l'extrême. Donc, c'est en général des profils assez intéressants. En tout cas, voilà, si on veut du responsable prod grande série et qui maîtrise des sujets comme le Lean Six Sigma, le 5S, le SMED, qui sont des méthodologies de production, par exemple. Bref, je vais ouvrir ma spreadsheet. Alors, elle s'est ouverte où? Elle s'est ouverte, je ne sais plus où. Hop là, je vais remettre la main dessus. Ah, ça va pas, ça. Bon, il m'ouvre, mais je sais pas où. C'est le problème des deux écrans. Attendez, j'arrive. Hop, elle est où? Ah voilà, c'est là. Voilà. Hop là, je la remets sur l'écran pour que vous voyez. Donc voilà, ça y est, c'est bon. Là, j'ai récupéré ma data. Donc, hop là, supprimer. Hop là, voilà, c'est bon, il m'a rendu la main. Donc là, j'ai une liste de boîtes. Et je me dis, bah ok, là-dedans, potentiellement, j'ai des cibles intéressantes. Donc bah, je vais copier-coller ça. Et puis je vais aller faire un tour dans mon Ore Builder. Donc le Ore Builder, son adresse, il est localisé donc, sur Free Sourcing Tool. Hop là, Free Sourcing Tools. Hop là, voilà, on arrive sur la plateforme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez faire un tour, c'est sympa. Hop là. Non, oui, c'est Ore Query. Donc Ore Query, donc là voilà, donc c'est une spreadsheet hein, tout simplement qu'a mis en œuvre Guillaume là-dessus. On va faire un fichier, on va créer une copie. Donc je vous invite à créer tous votre copie. Hop là. Voilà. Et là, ma colonne que j'ai copié-collée, puisque j'avais fait un copier-coller avant, je vais dégager ça. Hop, voilà. Sur la première ligne, là, je copie-colle. Voilà, il va me générer une booléenne. Ah, là, j'ai un petit souci. Alors, ouais, j'ai vu ça cet après-midi. Pour ceux qui ont fait un alors, c'est une erreur que j'ai remontée à Guillaume. Guillaume n'a pas encore eu le temps de le corriger. Je sais qu'il était en bootcamp aujourd'hui. Dans Sheet 2, il suffit d'aller à la ligne 107 et juste d'incrémenter. Donc, de tirer la petite poignée sur le côté et d'incrémenter et ça va se corriger tout seul. Voilà. Donc là, j'ai donc ça y est, on a corrigé l'erreur. Je vais récupérer donc ma dernière ligne. Je vais mettre à droite de ma colonne A. Je fais un copier-coller. Je vais aller dans un éditeur de texte. Alors moi, j'utilise BBEdit sur Mac. Et je vais copier-coller. Voilà, j'ai copié-collé. Pardon. Hop là, il faut que vous le voyez. Donc j'ai copié-collé. Alors, là, j'ai une barre de navigation qui me gêne. Je la retire. Voilà, j'ai copié-collé donc mes noms de boîtes. Et donc là, ça me fait une longue booléenne de 128 boîtes. Alors 128 boîtes, LinkedIn, il ne digère pas trop ça. C'est un peu indigeste. Donc il faut la se fragmenter. Donc hop là, je sais pas, on fait ça. C'est un exemple. Je vais prendre cette ligne. Je la prends au hasard. Hein. Hop là. Alors là, je suis désolé. Moi, j'utilise Sales Navigator qui digère bien ça. Je vais me mettre là-dedans. Je vais donc Sales Navigator. Alors, hop là. Mais pour ceux qui ont LinkedIn Recruiter, c'est pareil. Je suis pas sûr. Il faudrait voir. On va peut-être on va voir une chose. On va essayer sur un LinkedIn normal. Pardon. On va essayer sur un LinkedIn normal. Si ça fonctionne. Alors, hop là. On dégage ça. Je veux des sociétés. Add company. Hop. Non, ça fonctionne pas. En fait, on va pas pouvoir copier la booléenne. Donc ça, pour le coup, on peut le faire éventuellement par là, mais ça va être moins pertinent, je pense. Ouais. Non, là, on va passer sur du Sales Navigator ou sur du LinkedIn Recruiter. Il y a un moment, effectivement, il faut un peu payer. Désolé. Compagnie. Je copie-colle ma booléenne. Donc là, j'en ai copié un certain nombre. Hop là. J'ai 4 résultats. Alors, bizarre. Ouais, parce que là, le problème, c'est que là, on va un peu vite. Il faut nettoyer quand même sa donnée. Ma donnée, j'ai des parenthèses ou autre, et ça va pas. Il n'aime pas trop ça. Donc, on va reprendre. Il est où mon... Hop là. Mon éditeur de texte, il est là. Je vais reprendre une autre ligne.
Allez, on va prendre celle-ci. Ça devrait être pas mal. Hop, hop, hop. Et bien sûr, on manipule de la donnée. Donc, à un moment, la donnée, il faut la préparer un petit peu. Quand je dis la préparer, c'est juste par moment retirer les parenthèses, des choses comme ça. Bon, Capgemini, Dems, ouais, remarque, faut voir. On peut voir. Voilà, là, j'ai 2000 résultats sur ces boîtes-là. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais donc, mon titre, on a dit que j'en cherchais un responsable production. Je vais taper juste production. Alors, c'est bête, hein. Enfin, c'est, c'est pas c'est pas hyper fin. Hein. C'est dans les gros, là, c'est vraiment grosse masse. Mais des gens qui ont, en tout cas, dans leur titre production sur ces boîtes-là, j'en ai 54 en France. Bon, j'en ai certainement plus si j'affine un peu les choses, bien évidemment. Mais on voit qu'assez vite, en tout cas, là, je ne sais plus combien de boîtes j'ai pris. On va juste reprendre ça. J'en ai copié combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, donc j'ai 5-6 boîtes, 5-6 sociétés. Donc Bosch, Automotive. Ouais, donc j'ai beaucoup de Bosch, ce qui n'est pas étonnant. Automotive Industrie, là, c'est pas qui. Bosch, mais bref, en tout cas, j'ai des personnes qui sont en production. Ensuite, à moi d'ajuster, on va dire, le niveau d'expérience qui m'intéresse pour pouvoir effectivement avoir affiné mon identification. Donc là, on est passé de j'ai mon ciblage, j'ai mes sociétés, on va dire cibles, ma liste de donateurs, à progressivement mon identification. L'identification, je vais le faire effectivement par la typologie de poste, par exemple. Et là, effectivement, on va pouvoir effectivement plus ou moins affiner avec des mots-clés. Alors, attention aux mots-clés qu'on utilise. Et à la titrologie. En titrologie au sens de quel titre de poste on met. On peut essayer avec des fautes d'orthographe, etc. Donc voilà un petit peu. Donc une fois que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Alors oui, non, c'est ça. Donc maintenant voilà, j'ai 54 résultats. Ces 54 résultats, je vais copier-coller ma ligne de requête. Donc là, moi, je suis sur Sales Navigator, je vais la copier-coller. Je me suis préparé une spreadsheet qui s'appelle LinkedIn Search. Je vais la copier-coller. Et puis, donc, on va faire une autre requête avec Delphi. Là, allez, on va faire 3 boîtes. Parce qu'on ne va pas non plus en avoir trop. Hop. Ça, je copie-colle. Hop là. Ah, ça fait beaucoup. Bon, on va affiner. On va dire que je veux essentiellement en France, par exemple. Ouais, bon, j'ai 8 résultats. C'est pas beaucoup. Enfin, c'est vraiment pour l'exemple. L'idée, c'est que j'ai pas non plus pléthore parce que là, on va faire en direct, on va utiliser Phantom Buster. Hop là, donc ça, LinkedIn Search, je copie-colle. Cette spreadsheet, je l'ai partagée. Hop là, aux utilisateurs disposant le lien. Donc c'est Google Spreadsheet, parce que Phantom Buster fonctionne avec Google Spreadsheet. Je l'ai partagé, je copie-colle le lien. Hop là, pardon, je vais trop vite. Je copie-colle mon lien, copier le lien. Et ensuite, je vais aller dans Phantom Buster. Dans Phantom Buster, donc moi j'utilise donc LinkedIn ou Sales Navigator. C'est aussi pour ça que j'adore Sales Navigator. Je vais utiliser un des petits... Donc Phantom Buster, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui va vous permettre d'automatiser un certain nombre de choses. Alors, je suis volontairement vague parce que si vous regardez bien, il y a des Phantom Buster pour LinkedIn, pour Sales Navigator, pour Instagram, pour Twitter, pour de l'email, pour Facebook, enfin bref, pour toute la liste. Donc ça fait beaucoup de choses et ça automatise un certain nombre d'actions. Et donc là, il détaille. Et entre autres, moi, ce qui m'intéresse, c'est le Search Export. Je veux récupérer le résultat de l'ensemble de mes recherches. Donc, je vais utiliser ce fantôme-là. Alors, je crois que j'en ai déjà un dans mon dashboard. Dans mon dashboard, je l'ai déjà sélectionné. Je vais sélectionner, je vais le mettre, je vais le 1, 2, 3, faire la setup, la configuration. Voilà, cherchez le mot en français. La configuration. Donc, pour ça, je vous invite, il y a un petit plugin qui s'appelle Phantom Buster dans le Chrome Web Store. Je vous invite à le télécharger. Ça vous permet de récupérer directement le cookie, l'idée, l'espèce de machin horrible là de Sales Navigator ou de LinkedIn. Donc, il se connecte à LinkedIn et une fois qu'il est connecté, je peux passer à l'étape suivante. L'étape suivante,
Bah justement, j'ai partagé mon spreadsheet, donc là, j'avais partagé, j'ai copié mon lien, hop là, je vais dans Phantom Buster et je vais le copier-coller là. Ensuite, je lui dis mon nombre de résultats à scraper par lancement, donc maximum c'est 2005. Bon, là on est bien en deçà, mais c'est pas grave. On laisse ça, on n'y touche pas, on y va. Je lance manuellement, ok, très bien, et voilà. Donc maintenant je le lance. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans mon spreadsheet, il va parcourir chacune des lignes et exécuter la recherche et récupérer la donnée de ces recherches. Alors, ça prend un petit peu de temps, il se connecte, logiquement. Bon. Voilà, ça y est, il est connecté, il s'est authentifié avec succès. Donc, alors, est-ce que ça marche pour LinkedIn Recruiter? Je ne sais plus, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a d'autres outils pour LinkedIn Recruiter. Recruiting fonctionne très bien et fonctionne à peu près sur la même philosophie. Le problème, c'est que Recruiting est payant. Ça, l'avantage, c'est que vous avez 10 minutes gratuits. Donc, ce que j'ai fait, donc là, il a terminé. Il me repose de récupérer un CSV. Donc, j'ai downloadé le CSV. Et je vais ensuite aller me mettre sur un spreadsheet. Importer. Il y a d'autres outils qui vont permettre de effectivement scraper des recherches LinkedIn, type LinkedIn Helper. Il y a quoi d'autre? Il y a donc Prospectin, Phantom Buster. Ouais, c'est à peu près les trois que j'ai en tête qui permettent de récupérer la data LinkedIn. Alors, donc importer les données. Pardon, je suis désolé, j'ai du mal à faire deux choses en même temps. Hop là, oui, non, sauf que, ouais, d'accord, il m'a ouvert sur notre page, bon, tant pis. Voilà, donc là, j'ai récupéré mes résultats de recherche. Gros avantage, donc, c'est que j'ai donc bien un profil URL, le full name, le first name, le last name, le company name, bon, c'est d'accord, ok. Bon, j'ai un certain nombre d'informations, bref. Pas beaucoup, mais suffisamment déjà pour pouvoir effectivement déjà avoir un tableau. Un petit tableau, donc je vais pouvoir travailler. Puis par exemple ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est une fois que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais aller checker les profils. Plutôt que de checker les profils un par un dans LinkedIn, ce que je trouve long et fastidieux, moi ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai ça, là j'ai un LinkedIn profile URL public en plus. Eh bien ça, je vais le copier-coller, je vais les ouvrir par exemple 4 par 4 ou 5 par 5 ou 20 par 20 selon la puissance de mon ordinateur, et je vais utiliser, j'en ai déjà parlé dans des articles, ce qu'on appelle un multiple URL opener. Donc pareil, c'est un plugin Chrome que vous trouvez donc dans le Chrome Web Store. Moi j'aime bien celui-ci parce qu'il peut être cadencé. Donc c'est multiple URL opener, mais il y en a plein, donc il faut les tester et voir un petit peu ceux qui existent. Alors, hop là, je vais revenir sur mes résultats. Je vais copier-coller donc ma colonne. Je copie-colle. Voilà, il me copie-colle mes adresses. Et là, ce que je fais, donc j'ai cadencé à 3 secondes. Le but, c'est de passer sous les radars de l'automatisation. LinkedIn là-dessus est assez allergique. Et donc, open. Et ça va me permettre comme ça d'ouvrir mes profils toutes les 3 secondes. Donc, pendant ce temps-là, je peux aller prendre un café. Et quand je reviens, j'ai tous mes profils qui sont ouverts. Et je vais pouvoir là, dérocher ma recherche, c'est-à-dire sélectionner vraiment ce qui m'intéresse. Donc là ensuite, de deux choses l'une, soit je suis équipé, j'ai un ATS et je peux utiliser le clipper de mon ATS pour clipper le profil qui m'intéresse. On va attendre, hop là, hop. Allez, je vais arrêter. Ça s'arrête quand je clique. Donc voilà. Donc là, je reprends ma recherche. Donc là, il m'a ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 profils. Et là, très vite, je vais pouvoir me dire, ok, d'accord, donc Darshan, machin, bon, Bangalore, oui, bon, c'est normal, je n'avais pas fait de critères géographiques sur celle-ci. Bon, il a Bangalore, forcément, moi, si mon usine est à Paris, ça ne m'intéresse pas forcément. Et ça et ça. Mais je me dis, tiens, celui-là, il m'intéresse, ah, top, etc. Moi, j'ai mon ATS, bon, j'ai l'Oxo, j'ai un clipper, je vais pouvoir effectivement clipper le profil et à ce moment-là, aspirer son profil et récupérer le profil dans mon ATS. Si je n'ai pas d'ATS, qu'est-ce que je fais?
ben, je vais pouvoir effectivement le récupérer, le marquer dans ma colonne en disant bon, bah. Est-ce qu'il y a un risque d'être détecté comme spammer? Alors non, on n'est pas spammer parce qu'on n'envoie pas de message. En revanche, est-ce qu'il y a un risque de détecter l'automatisation? Si vous restez à 3-4 secondes, et si vous le faites, alors je crois que c'est 300 profils par jour en consultation sur LinkedIn. Enfin, 300 profils par jour, il y a quand même moyen de se faire saigner les yeux. Vous passez sous les radars si vous restez sur des cadencements d'ouverture automatique de 3 secondes. Personnellement, ça fait quasiment 6 ou 7 ans que j'utilise un multiple URL opener, hormis les fois où effectivement j'ai joué les cochons et j'en ai ouvert 500 dans la journée parce que j'avais des grosses recherches et j'étais un peu sur la brèche, et où là, de temps en temps, il me déconnecte. Enfin, c'est juste une déconnexion, hein. Puis il y a un petit captcha avec, en général, c'est où se trouve la bouche d'incendie, et puis ensuite c'est les vélos. Bon, bref, en dehors du captcha, LinkedIn est assez assez lax là-dessus. Mais grosso modo, si on reste sous les 300, il n'y a aucun problème. Sauf si on ouvre les 300 profils en même temps. C'est possible, donc faites gaffe. Quand vous lancez le multiple URL opener, mettez un cadencement. Vous commencez par le cadencement et après vous copiez-collez, et pas l'inverse. Sinon, le moyen d'enrayer l'ouverture, c'est tout de suite voilà, on est sur la fenêtre, c'est de fermer la fenêtre. Il s'arrête automatiquement. Je vous invite à pas copier si vous avez 1000 résultats, à pas ouvrir les 1000 résultats en même temps. Votre ordinateur, sinon, va décoller, va faire l'hélicoptère. Grosso modo, Chrome est extrêmement gourmand en ressources, donc ça va vous prendre de la ressource. Donc, selon la puissance de votre ordinateur, c'est entre 15 profils ouverts en même temps. Moi, aujourd'hui, j'ai une configuration assez costaude. Je suis sous Mac, en processeur, j'ai ce qu'il y avait de plus haut, on va dire, sur les Mac mini quand je l'ai acheté, donc il y a un an. Donc c'est une bête de course, et j'ai 32 Go de RAM. Avec ça, je suis tranquille, je peux ouvrir jusqu'à 50 onglets en même temps. Maintenant, 50 onglets, ça prend un peu de temps, hein. J'ai le temps d'aller boire 2 cafés. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est ouvert, je peux, on va dire, de manière un peu automatique, très vite aller choisir mes profils. Surtout si j'utilise, par exemple, un surligneur. Je vais vous montrer. Là, en ce moment, j'ai une recherche où j'ai du... c'est où? Highlighty, voilà. Highlighty, là, hop. Il est où mon highlight? Voilà. En ce moment, j'ai une recherche où je cherche des compétences en Amazon, AWS, Lambda, Redshift. Donc ça, c'est et Google GCP, du PySpark, Kafka, Spark. Bon, bref, ça, c'est de l'IT Data Cloud. Et donc, pour aller très très vite sur mes profils, j'ai finalement donc je vais y arriver. Ces mots-là, ces mots-clés qui se surlignent quand j'ai un profil qui est dans le scope. Donc, est-ce que j'ai un exemple? Bon, on va le chercher, hein. AWS, Spark, Kafka, admettons. Hop là. Hop. Donc, a priori, ce profil correspond. Il m'a cherché Java, AWS Spark. Ça veut dire que là, dans mon profil, j'ai le Java qui se surligne. Ah, je vais trop vite. Hop, j'ai Java. Et puis, si je vais plus loin, je dois avoir du sur Azure. Donc, il fait du cloud, lui. Et puis là-dessus, j'ai quoi? Bon, Java. Amazon. Ah ouais, donc l'Amazon, c'est dans les intérêts. Ok, donc là, c'est pas pertinent. Par contre, là, il a mis dans ses compétences AWS. L'avantage, c'est que globalement, ce petit outil me permet, quand je passe en revue comme ça 200 profils, de le faire assez vite. Si je sais que voilà, j'ai absolument besoin de ça, d'avoir mes mots-clés surlignés, de me dire, bon, ok, profil pertinent ou pas. Donc voilà, par exemple.
Alors vous allez me dire, bah oui, mais finalement, Pierre, si tu as fait ton ciblage au départ, etc., effectivement, c'est parce que là, c'est une recherche un peu spécifique où je fais un inventaire de compétences pour mon client. Du coup, on est moins contraint sur des secteurs, moins contraint sur un certain nombre de choses. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. C'est un peu tout pour aujourd'hui. Mais bon, ça fait 1h08 qu'on est ensemble. Il est temps de se quitter. Merci en tout cas pour votre attention. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis à très bientôt sur les ondes.